Merci Gilles et merci de votre invitation. Oui, le titre est effectivement un moment contingent de notre discussion et je vais essayer de répondre en économiste autant que les économistes peuvent le faire à la question posée par ce colloque: l'homme peut-il s'adapter à lui-même? Et je suis très heureux de parler après Hervé Lebras. Je vais reprendre beaucoup des termes qu'il a employés, et notamment la question pour les économistes, non seulement de prendre la mesure de leur ignorance, mais de réfléchir sur les causes profondes de cette ignorance des mécanismes dont ils sont presque toujours les témoins a posteriori, un peu à la façon dont les évolutions démographiques ont été présentées tout à l'heure par Hervé. Et je vais prendre aussi le même point de départ, c'est-à-dire la question démographique, à la fois pour sa réalité historique, mais aussi pour les questions épistémologiques, là encore très proches de celles d'Hervé, que ça pose plus généralement pour les questions de croissance économique et de la manière d'en comprendre le mouvement et les limites, qui sera l'objet de ma deuxième partie. Je commence donc par la question démographique et par tout simplement la loi de Malthus. J'ai essayé de vérifier avec Hervé au départ si je me préparais à dire des horreurs sur la loi de Malthus, mais on verra dans un instant ce qu'il en est. La loi de Malthus, elle est fascinante pour un économiste, tout simplement, parce qu'elle offre un résumé simple et succinct de l'histoire humaine, en tout cas au moins jusqu'au XVIIIe siècle environ, et puis elle pose aussi des questions épistémologiques sur la façon de la comprendre et sur la façon d'en tirer des leçons de politique économique, de politique sociale. Donc la loi de Malthus elle-même, vous l'avez tous en tête, je la répète très simplement, elle dit tout simplement que, à l'échelle de l'histoire humaine, le revenu par habitant ne peut pas croître, il est condamné à rester constant au niveau de subsistance, pour la raison très simple que chaque fois qu'une région, une civilisation fait des progrès dans l'ordre des techniques agricoles notamment, alors elle déclenche immédiatement, inexorablement, une explosion démographique qui fait qu'au bout du compte, ça n'est pas le revenu par tête qui augmente, mais c'est le nombre de têtes, le revenu par tête étant lui-même une constante. Alors, cette loi est très simple à comprendre. Elle a suscité, quand elle a été énoncée, assez vite l'adhésion des économistes. Les grands économistes de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, Ricardo et autres, l'ont à peu près immédiatement incorporée dans leur modèle, mais elle a suscité par ailleurs un très grand scepticisme. Un scepticisme, on va dire d'abord de la part des églises, de l'Église catholique, qui a vu un appel à la contraception qu'elle ne pouvait pas accepter, mais aussi un grand scepticisme de la part, on va dire, des marxistes un peu plus tard, qui ne voulaient pas expliquer la pauvreté par un phénomène biologique, mais par un phénomène social. Et les lois marxistes de l'économie telles que vues par Marx sont presque mécaniquement une transcription de cette idée malthusienne, mais dans un autre registre, celui d'une réserve, une armée de réserve industrielle qui fait peser sur les salariés, au fond, le même mécanisme que celui qui était décrit par Malthus, c'est-à-dire, au bout du compte, la stagnation du salaire à un niveau de subsistance. Alors, cette loi, je le disais, a été acceptée par les économistes, décriée par le reste de la société, et en réalité, les économistes eux-mêmes, passé le moment fondateur de l'économie politique classique de Ricardo et des autres, eux-mêmes vont s'en détourner. Je crois que c'est assez récemment, en réalité, qu'avec beaucoup de travaux d'économie quantitative, notamment les travaux de Madison et beaucoup d'autres, en particulier tous ceux qui tournent autour de Gregory Clark et autres, on s'est finalement convaincu que, aussi approximative qu'elle puisse être quand on rentre évidemment dans le détail, cette loi est un assez bon résumé, un assez bon raccourci de ce qui se passe. Les travaux de Madison, par exemple, montrent qu'en effet, pendant le plus clair de l'histoire humaine, le revenu par habitant était sans doute au niveau du revenu de subsistance qui est aujourd'hui celui de nos grands pauvres, c'est-à-dire à peu près $1 par jour, $500 par an ou à peu près, et qu'en première approximation, oui, on pouvait tenir cette loi comme juste. Alors, David Lindès, un autre grand historien, avait déjà fait cette observation que sans doute le niveau de vie d'un soldat de l'armée de César ne pouvait pas être très différent, d'après ce qu'il en voyait, de celui d'un paysan du Languedoc au XVIIe siècle. Et là encore, beaucoup d'études ont été mobilisées pour faire confirmer cette évolution-là, cette loi-là. On regarde la taille des squelettes. En réalité, ça n'évolue pas beaucoup, ce qui est aussi au cours des siècles, aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps. Et tout ça donne l'idée que, aussi simple soit-elle, cette loi était peut-être la bonne. Alors je vais prendre ça comme point de départ. Elle est
une bonne approximation de ce qui caractérise l'histoire humaine, une croissance de la démographie plutôt qu'une croissance du revenu par tête. Et pourtant, elle est difficile à admettre quand elle est énoncée, mais sans doute et surtout, elle n'est pas comprise pendant le plus clair de l'histoire humaine. On peut trouver ici et là des indications tardives de la validité de cette loi, mais elle est le modèle de ce que Marx d'ailleurs reprendra plus tard, d'une loi qui s'impose à nous sans qu'on la comprenne, une loi très simple qu'un économiste peut formuler et expliquer, et qui pourtant n'est pas au cœur des préoccupations des civilisations humaines. Quand on regarde les travaux des ethnologues, on parle beaucoup des lois de la parenté, de la filiation, peu des lois démographiques, ce qui est sans doute le signe que les sociétés elles-mêmes n'y prêtaient pas l'attention qu'aujourd'hui on leur porte. Donc, on a ici quelque chose de simple. L'homme peut-il s'adapter à lui-même? Il faut qu'il se comprenne lui-même, il faut qu'il comprenne un certain nombre de lois, et apparemment, rétrospectivement, il n'y est pas parvenu. Et qui plus est, quand cette loi est énoncée, c'est aussi le moment où elle devient fausse. C'est-à-dire que c'est au moment où, à la fin du XVIIIe siècle, on explique que la démographie sera toujours plus rapide que la croissance économique, pour parler rapidement, que c'est exactement le contraire qui se passe, avec deux histoires concomitantes, de nature en réalité distincte. La croissance économique qui s'accélère, en tout cas en Europe, à partir de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, et une transition démographique elle-même, qui a très peu à voir, et Hervé l'a rappelé tout à l'heure, en réalité dans son détail, avec les phénomènes économiques eux-mêmes. D'ailleurs, la transition démographique, c'est bien connu, commence en France avant la révolution industrielle, en tout cas au moment où elle s'installe en France. Et aujourd'hui, la transition démographique que Hervé a présentée dans l'ensemble des pays de la planète est très peu liée aux phénomènes économiques eux-mêmes. La fameuse division des Nations Unies, regardez les corrélations entre cette transition démographique et les questions économiques. Est-ce que, par exemple, la participation des femmes au marché du travail est corrélative de cette transition démographique? La réponse est très faiblement, beaucoup moins que, par exemple, la présence des téléviseurs dans les foyers, qui, elle, semble un très bon prédicteur des transitions démographiques dont on parle. Donc, c'est d'autres mécanismes que ceux qui, de manière endogène, pourraient expliquer cette transition démographique qui sont à l'œuvre. Donc, ici, beaucoup de modestie, et en même temps, la recherche du Graal pour les économistes, à savoir des lois qui, aujourd'hui, gouverneraient le monde à notre insu, à la façon de cette loi de Malthus. Alors, je vais vous en proposer une de ces lois, qui, je crois, gouverne le monde aujourd'hui à notre insu, à la manière de Malthus, pour vous faire saisir aussi exactement le trouble dans lequel nous sommes aujourd'hui face à notre loi de Malthus, notre désapprobation générale de cette loi et notre difficulté, ce faisant, d'en tirer les conséquences qui devraient s'imposer si on l'acceptait comme une loi, comme peut-être dans 200 ans, ou dans 100 ans, ou dans 50 ans, on l'acceptera comme on accepte aujourd'hui, au premier ordre d'approximation, cette loi de Malthus comme simplifiant, mais comprenant aussi la nature économique des civilisations humaines, le régime économique sous lequel les civilisations humaines se sont déployées depuis, au fond, la naissance de l'agriculture. Alors cette loi, je dis ça évidemment avec un peu de provocation, je l'associe à ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe d'Easterlin. Donc ce paradoxe d'Easterlin, que dit-il? Il dit, Easterlin, économiste qui est toujours vivant, vieux monsieur maintenant, qui a énoncé son paradoxe en 1974, dans le même scepticisme, réprobation de l'ensemble de la communauté des savants, jusqu'à devenir aujourd'hui, comme Malthus avec Ricardo et les autres, un centre de gravité, un centre focal de la réflexion économique. Que dit ce paradoxe d'Easterlin? C'est un paradoxe, ça n'est pas une loi parce qu'on a du mal à l'admettre, tout simplement que depuis le 19e siècle, c'est bien le revenu par habitant qui augmente, et non plus seulement, ou même principalement, le nombre d'habitants eux-mêmes, mais que si on mesure, et c'est entre ce terme « mesure » entre guillemets que toute la controverse se déploie, si on mesure l'effet de cette croissance économique sur le bien-être des populations, alors on retrouve en réalité le paradoxe de Malthus. Nous sommes de plus en plus riches, mais notre bien-être stagne. Donc c'est notre loi de Malthus à nous, nous sommes riches et prospères, mais en réalité, pas plus heureux qu'au départ de cette aventure. Alors tout ça se qualifie beaucoup, mais le gros des controverses liées à l'énoncé de ce paradoxe d'Easterlin, c'est comment on mesure le bien-être. On sait mesurer le revenu par habitant, en tout cas dans sa dimension matérielle, mais on a des PIB, même si les instruments d'ailleurs eux-mêmes sont venus très tardivement. Comme vous savez, le PIB lui-même est une notion des années 30, qu'on a construite aux États-Unis, d'ailleurs après la grande crise elle-même, pour essayer de mesurer l'ampleur des dégâts. Mais le bien-être fait l'objet évidemment
de beaucoup de controverses. Easterlin avait pris des indicateurs, des enquêtes auprès des gens, vous êtes heureux, malheureux, dans quelle échelle de bien-être vous vous situez. Et évidemment, tout ça a été écarté au départ comme de l'approximation publicitaire. Il a fallu beaucoup de temps, presque 30, 40 ans, pour se convaincre que les indicateurs de bien-être, quand on en prenait beaucoup, finement, disaient bien ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que les gens sont heureux ou malheureux? Par exemple, on a regardé la probabilité de suicide des gens qui se disent malheureux, la probabilité de divorce des gens qui disent que leur couple ne va pas bien, et beaucoup d'autres choses qui ont fait que, oui, ces indicateurs de bien-être, aussi grossiers soient-ils, mais le PIB aussi est grossier, tout le monde le sait bien également, disent bien ce qu'il veut dire. Les gens, en moyenne, ne sont pas plus heureux aujourd'hui qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans. Et Easterlin, d'ailleurs, lui-même, très récemment, dans une conférence qu'il a donnée à Paris il y a un an ou deux, rappelait que, enfin, présentait le résultat de sa propre enquête en Chine aujourd'hui. Il explique, rappelle que la Chine a vu son niveau de revenus quadruplé depuis 1990, ça double toutes les décennies en Chine en ce moment, enfin c'est en train de changer, mais au cours des 20 dernières années, c'était la règle. Et ces indicateurs de bien-être montrent que, en moyenne, le bien-être chinois n'a pas progressé. En fait, il augmente pour le tiers supérieur de la société, il se réduit pour le tiers inférieur de la société dans la même proportion que son augmentation pour le tiers supérieur, et il est stable pour le tiers médian, qui pourtant a profité d'une augmentation exceptionnelle de son revenu par tête. Et comme disait Easterlin, jamais plus on aura dans l'histoire une expérience naturelle aussi saisissante que cette augmentation du revenu des Chinois, et pourtant les résultats en termes de bien-être ne sont pas là. Alors, comment expliquer, on va dire rationnellement, ce paradoxe d'Easterlin? Comment déjouer l'idée simple que c'est pas possible que si riches nous soyons au même niveau de bien-être que nous pouvions être dans le cas chinois 2 décennies à l'arrière et dans le cas français 50 ou 60 ans plus tôt. Dans le cas français, c'est tout à fait clair. De 1970 à aujourd'hui, le revenu par habitant a doublé et les indicateurs de bien-être sont complètement plats, très cycliques en fonction des crises, mais en moyenne totalement plats. Et quant aux États-Unis, c'est simple, leurs indicateurs de bien-être ont baissé de plus d'un tiers depuis le point haut qu'ils avaient atteint dans les années 50. Donc il n'y a pas de doute possible sur le fait que ces indicateurs ne font pas apparaître de tendance nette à la croissance, et le moins qu'on puisse dire, parfois même à la décroissance. Alors, les deux explications qui sont données de ce paradoxe d'Easterlin ne sont pas plus mystérieuses que celles que Malthus proposait. Il n'y a pas de complexité derrière les raisonnements économiques qui soutiennent ce résultat une fois qu'on l'a, ce résultat. C'est-à-dire une fois qu'on l'a tenu, les explications sont simples. Elles se résument, pour aller très vite, à 2 termes. La comparaison à autrui et l'habituation à soi-même. Alors, la comparaison à autrui, elle est simple à comprendre. Je suis toujours riche ou pauvre relativement à quelqu'un d'autre, à ce que les économistes appellent un groupe de référence. Et si je m'enrichis au même rythme que les autres, c'est comme si je ne m'enrichissais pas, puisque je n'arrive pas à faire la différence avec ceux avec lesquels je vis. Et le paradoxe d'Easterlin appliqué à la Chine l'illustre magnifiquement. Le bien-être ressemble, dans la Chine contemporaine, à un jeu à somme nulle. Le tiers supérieur est plus heureux et le tiers médian moins, exactement dans les mêmes proportions, et le médian, en réalité, voit passer le train de la prospérité sans impact net pour son propre bien-être. Donc, la comparaison est le premier facteur qui vient à l'esprit, et là encore, je dis des choses très vite, mais il y a des milliers d'études qui sont derrière la vérification empirique dans le détail de ces chiffres-là. Par exemple, on a regardé la probabilité qu'une femme travaille si son beau-frère, le mari de sa sœur, gagne plus que son propre mari. Et de fait, oui, quand son beau-frère gagne mieux que son mari, les femmes américaines travaillent davantage. Beaucoup de choses comme ça, avec une plaisanterie célèbre qui a été énoncée par un romancier du XIXe siècle, qui est justement cette question du beau-frère auquel les anthropologues attachent beaucoup d'importance, qui est qu'être heureux, c'est gagner 10 $ de plus que son beau-frère, qui revient toujours comme un point de référence et qui résume, au fond, tout ce qu'on a à dire de cette question de la comparaison aux autres. Et puisqu'on est tous de bonne humeur, j'ajoute que dans le cas français, on a essayé de voir, ma collègue Claudia Sénic a regardé un peu plus dans le détail, quel est le groupe des références des Français auxquels on se compare, relativement aux groupes de références qui sont formés dans d'autres pays comme aux États-Unis.
Aux États-Unis, le groupe de référence, c'est souvent vos collègues de travail. Donc, je veux comparer mon salaire à celui avec lequel je travaille. Il y a une expérience d'ailleurs qui a été faite à Berkeley par un autre de nos collègues, Emmanuel Saez, qui montre que quand on a révélé sur le site internet de Berkeley combien gagnaient les différents professeurs de Berkeley, une espèce d'obligation de transparence typique des États-Unis, les gens sont devenus globalement assez malheureux, sauf ceux qui étaient tout en haut, puisqu'ils ont pu voir qu'ils gagnaient moins que leurs collègues. Donc aux États-Unis, la comparaison au groupe de référence, ce sont les gens avec qui vous travaillez, ce qui est un facteur modérateur, parce qu'en général, de manière endogène, justement, on travaille dans des institutions, des organisations où, en gros, on gagne la même chose que les autres. On s'isole de ceux qui gagnent moins et on est exclu de ceux qui gagnent davantage. Donc, il y a une forme de tempérance aux inégalités américaines qui tient au rôle très important du marché du travail, de l'organisation du travail, dans la ségrégation implicite qui est faite par milieu social. En France, on se compare, je disais aux beaux-frères, on se compare. Le groupe de référence, c'est la famille, c'est les gens, les proches, les gens avec qui on a été à l'école, et ça, c'est beaucoup plus dur comme expérience. Vous avez toujours un ami qui a beaucoup mieux réussi que vous. Et donc, une des explications possibles du malheur français tiendrait, toujours selon cette explication, au fait qu'on ne constitue pas les mêmes groupes de référence qu'aux États-Unis, et on est davantage menacé par ce satané beau-frère qui vient constamment hanter vos échelles de réussite. Alors, la deuxième raison, plus proche, d'une certaine façon, de ce que je veux dire, du rapprochement avec Malthus, c'est cette question de l'habituation. Alors, c'est assez simple, l'habituation, c'est qu'en gros, on s'habitue à tout, et donc on vous donne un téléphone portable, la première année, vous êtes très content, et la deuxième année, ça devient totalement addictif, vous pouvez vous suicider s'il tombe en panne, mais il ne vous donne plus de satisfaction à proprement parler comme au premier jour. Cette habituation, elle est bien décrite, bien connue par les économistes depuis assez longtemps, même si, je crois, elle n'est pas saisie dans toute sa profondeur. Et elle explique que, quel que soit le niveau de richesse, de bien-être, de prospérité que vous pouvez atteindre, indépendamment des phénomènes de comparaison qui jouent, je crois, un très, très grand rôle, vous finissez par avoir une attente, un niveau de référence, un peu comme le drogué dans les phénomènes d'addiction, qui s'élève à proportion de votre réussite. Et c'est bien le delta entre ce que vous avez acquis et ce qu'on vous promet qui fait la différence, ce qui, par parenthèse, explique pourquoi la croissance économique est l'aliment de l'homo economicus moderne. Il a besoin de s'élever toujours au-dessus de ce qu'il a obtenu pour être heureux, puisque la stagnation, indépendamment du niveau atteint, ne fait plus aucune différence. C'est bien de croissance que se nourrit l'homo economicus, selon cette présentation, que de prospérité. Ça n'est pas le niveau qui compte, mais c'est l'augmentation, c'est l'enrichissement et non pas la richesse qui fait la différence. Bon, tout ça est assez simple. Ce qui est plus profond, je crois, dans cette question d'habituation, et là encore des études de psychologie expérimentale que les économistes ont beaucoup consommé le démontrent, c'est que ce phénomène lui-même d'habituation, nous ne le comprenons pas. Nous ne voulons pas l'admettre. Si je te dis, Gilles, tu vas gagner 2 fois plus parce que tu as fait un bon travail, mais ça ne te rendra pas plus heureux, tu me diras, donne-moi le doublement du salaire et je me débrouillerai avec ça. Parce que l'être que nous devenons lorsque nous sommes transformés par les circonstances évolue du fait de ces circonstances, mais nous apprécions les choses à partir du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui. Les économistes appellent ça un biais de projection, projection bias, très important, qui fait que nous apprécions l'individu que nous sommes aujourd'hui, apprécie ce que nous deviendrons à l'aune de ces critères d'aujourd'hui. Donc, être 2 fois plus riche, ça permet d'augmenter sa satisfaction à partir des critères qui sont les nôtres, et nous sommes incapables, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une faiblesse psychologique, de comprendre que nous ne serons plus le même sous l'effet de cette transformation. Et cette faiblesse de notre propre jugement sur nous-mêmes, je crois, c'est le deuxième pilier très important de ce paradoxe d'Hiztérlin. Si à ce point-ci, on résume le jugement qu'on peut porter sur les bénéfices de la croissance économique, sur les civilisations qui l'ont adopté comme mode de croissance, on voit que son socle épistémologique, culturel, est très faible. C'est d'abord un défaut de coopération avec les autres. Il suffirait de se mettre d'accord avec le beau-frère pour lui dire « n'achète pas une grosse voiture rouge parce que je vais être obligé d'en acheter une autre et finalement ça retirera le bénéfice que tu pourras tirer de celle que tu as achetée ». Donc un défaut de coordination, très clair pour les économistes. Il faut des règles du jeu social qui permettent d'internaliser les effets sur les autres de ce qu'on fait soi-même. Et puis, plus profond, je crois, un défaut cognitif de compréhension de l'être que nous serons demain. Bref, un défaut de coopération de nous-mêmes avec nous-mêmes. Au fond, un défaut de jugement, un défaut de rationalité que nous pouvons appliquer à nos propres choix. Et donc, au moment où
L'enjeu de ces conférences est évidemment de réfléchir à la question de l'encombrement de la planète, la question de savoir si l'industrialisation du monde dans lequel les Chinois et les autres sont en train de s'engager aujourd'hui est compatible avec la survie générale de l'espèce. Le fondement de cette recherche de croissance mérite d'être mis sur la table. Et c'est comme Malthus dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on peut s'entendre au premier ordre d'approximation pour dire que cette loi, elle est simple, elle est intelligible, cette paradoxe d'Easterlin, et pourtant, je crois qu'on peut dire aussi que nous n'en ferons rien. Nous n'en ferons rien parce que nous sommes incapables de la décliner sur un registre à la fois cognitif et politique qui nous permettrait d'en tirer toutes les conséquences, qui sont que la croissance est beaucoup trop rapide par rapport à la satisfaction sociale qu'au bout du compte, elle nous procure. Il en manque toujours, et donc s'il en manque toujours, autant, on a envie de dire, ne pas commencer. Alors, le troisième point, ce que j'ai à dire maintenant, c'est justement cette question de la croissance économique. On a toutes sortes de débats entre les partisans de la croissance, la décroissance et tout ça. On voit que si on ne règle pas ce nœud gordien de la compréhension de ce que fait la croissance aux sociétés qu'elle irrigue, le débat sur le plus ou moins de croissance est à peu près inutile et stérile. Et nous sommes en effet dans une période de crise aujourd'hui où la question centrale des gouvernements, c'est de relancer la croissance. Est-ce que la crise que nous vivons, c'est le chant du cygne d'une croissance économique qui a été très forte au 19e et au 20e siècle, mais qui en réalité a touché ses limites? Ou est-ce que, on est dans une crise qui est liée à la mauvaise gestion des flux financiers, la crise de la dette grecque et des subprimes, et que tout ça est tout à fait transitoire? Sur cette question absolument centrale, où se trouve le potentiel de croissance économique de nos sociétés avancées, des sociétés émergentes qui sont en train de nous rattraper? Eh bien, je suis obligé de vous dire, là, pour le coup, à nouveau, que les économistes n'en savent rien et qu'en réalité, ils sont divisés en deux écoles qui s'affrontent très violemment. Deux écoles, les stagnationnistes d'un côté et les accélérationnistes de l'autre, qui tiennent des discours tout à fait opposés. Et je vais essayer d'abord d'énoncer ces deux discours, de comprendre de quoi ils parlent, pour voir ensuite comment faire le lien avec ma loi de Malthus, le paradoxe d'Easterlin, pour comprendre comment peut-être c'est ce retour aux sources qui permet de comprendre cet antagonisme. Alors, les stagnationnistes d'abord, qui sont emmenés par un professeur de Northwestern qui s'appelle Robert Gordon, très, très célèbre, très apprécié par les économistes, notamment pour ses travaux sur ce que mesure le PIB en longue durée, sur ses travaux sur la productivité américaine aussi récemment, dit « La croissance économique, c'est terminé. Jamais on ne retrouvera au XXIe siècle, pour les pays avancés, les pays en voie de développement, sous réserve de toutes les contraintes dont on parle dans le domaine énergétique et autres, sont sur un processus de rattrapage, ce qui fait qu'on ne peut pas proprement parler de croissance, mais de remise à niveau. Mais pour les pays avancés, notamment les États-Unis, la croissance économique ne retrouvera jamais le potentiel qui fut le sien au cours du XXe siècle. Au XXe siècle, on a eu une révolution industrielle, enfin une deuxième après celle du XVIIIe et du XIXe, mais qui a cumulé une variété de facteurs, dit Gordon, qui fait qu'au fait, on parle de deuxième révolution industrielle, il faudrait en parler de trois ou de quatre. On a eu l'électricité, on a eu le moteur à explosion, on a eu les révolutions dans le domaine médical qu'on a esquissé tout à l'heure, et tout ça a fait un potentiel de croissance en moyenne de 2% par habitant, très supérieur à ce qu'on n'a jamais connu auparavant dans l'histoire humaine, du double de ce qu'on avait connu au XIXe siècle lui-même. Aujourd'hui, continue Gordon, rien de ce que la société industrielle nous propose ne se compare à l'une ou l'autre de ces grandes innovations que furent l'avion, l'automobile, l'air conditionné, très important pour quelqu'un qui habite à Chicago. Il dit à Chicago, il fait plus 50 en été, moins 50 en hiver. C'était le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui, je suis toute l'année à 20. Bon, on va faire 20,0 quelque chose, mais il n'y a pas de progrès à attendre dans ce domaine-là. Pareil pour le tout à l'égout. Les avions, dit-il, ne vont pas plus vite aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, en termes de valeur d'usage, notre société stagne. La seule innovation majeure, c'est le smartphone. Voilà, c'est sympa, on peut téléphoner à ses amis à toute heure du jour et de la nuit pour leur dire à peu près rien, ça va, oui, ça va. Ça ne se compare pas aux innovations du XXe siècle. Et si on regarde dans le détail, dit Gordon, toutes ces grandes innovations dont on parle, mais dont nous parlons nous aussi aujourd'hui,
vise en réalité à réduire les externalités négatives que notre production industrielle a fabriquées au cours du XXe siècle. On veut des avions qui font moins de bruit, qui consomment moins de carburant, des voitures qui ne polluent pas. Mais ça n'est pas de la valeur d'usage, ça c'est réduire les inconvénients qu'on a fabriqués en généralisant notre mode de vie. Donc en termes de valeur d'utilité, notre société stagne, elle apprend à vivre, à s'adapter, si on veut, avec elle-même, mais elle n'est plus porteuse d'une promesse de progrès. Donc, conclut Gordon, c'est plus 2% sur lesquels il faut compter par an pour le XXIe siècle, ça sera plutôt 1%, et si on soustrait les coûts divers et variés que la croissance économique contient toujours, en fait, on est dans une nouvelle ère de stagnation économique, ce qui pose évidemment tous les problèmes sociaux implicites à ceux que j'ai évoqués en parlant de ce paradoxe d'Easterlin. Ça, c'est Gordon et son école. Mais il y a en face, évidemment, autant de gens, en fait, beaucoup plus dans la profession des économistes qui disent exactement le contraire, qui disent pas du tout, Gordon se trompe, on est comme en 1913, au début d'une formidable vague de progrès, la loi de Moore est en train de préparer une numérisation générale de la société, l'ère des robots se rapproche, et toutes sortes de choses qu'on croyait impensables, les Google Cars qui permet à un robot de conduire une voiture, toutes ces choses sont en train d'apparaître, attendez encore 10 ou 15 ans, et vous verrez, tout ça explosera. Un économiste du MIT qui s'appelle Bryanson prend l'analogie avec le jeu, fameuse histoire de l'inventeur du jeu d'échecs à qui l'empereur demande « qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « un grain de riz, le double, etc. par case ». Et il dit, l'empereur, qui a l'impression qu'on lui demande rien du tout, ne comprend pas qu'il est battu par l'inventeur du jeu d'échecs lorsque la moitié du jeu d'échecs a été remplie. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'équivalent d'un grand champ que demande l'inventeur du jeu d'échecs en récompense de son invention. C'est dans la deuxième moitié du jeu d'échecs que le doublement commence à faire mal. Et Bryanson utilise cette métaphore qui vient de la loi de Moore, on double tous les 18 mois pour dire nous rentrons seulement maintenant dans la deuxième moitié du jeu d'échecs et on rira des prédictions de Gordon dans une dizaine d'années. Et au secours de leur théorie accélérationniste, c'est-à-dire que le taux de croissance n'est pas simplement constant à 2%, mais il va sans doute augmenter, ces économistes théoriciens de la croissance endogène reviennent eux-mêmes sur la loi de Malthus, dont je parlais tout à l'heure, et un économiste qui s'appelle Michael Kremer, qui enseigne aujourd'hui à Harvard, a démontré de manière, je crois, très convaincante, une loi que les démographes, me semble-t-il, n'avaient pas vue et que certainement Malthus n'avait pas anticipée, qui est un mélange de la loi de Bostrup et de Malthus lui-même, et qui montre que le taux de croissance de la population, en réalité, n'est pas stable ou stagnant, comme le disait Malthus, mais il est lui-même croissant. La loi de Malthus reste juste, c'est-à-dire la population croît, pas le revenu par habitant. Ça, c'est maintenu dans le modèle de Kremer, mais ce qui est nouveau, c'est que Kremer montre que plus il y a de gens sur Terre, plus les innovations qui permettent de nourrir cette population augmentent, et donc plus le taux de croissance de la population elle-même, puisque dans le monde malthusien, c'est le seul baromètre de la croissance économique au bout du compte, augmente lui-même. Et ce que montre Kremer, c'est qu'au fil des temps, des âges, c'est bien le taux de croissance qui augmente continuellement, à proportion du nombre d'humains capables de déjouer les effets négatifs de cette loi malthusienne. C'est ce qu'en effet Esther Boserup avait démontré. On trouve des solutions et Kremer ajoute d'autant plus facilement qu'il y a un nombre croissant de gens qui cherchent des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc on est dans un optimisme absolu et béat sur la question posée. Alors évidemment, pour les mathématiciens dans cette salle, une loi où le taux de croissance augmente à proportion de la variable d'état elle-même est explosif et atteint l'infini en temps fini. C'est le principe d'une réaction nucléaire. Et si on n'avait pas eu cette transition démographique, venue d'ailleurs en réalité, alors, petite simulation à partir de la loi de Kremer, montre que c'est sans doute au XXIe siècle qu'aurait eu lieu cette explosion au sens d'une asymptote verticale à temps fini, qui est le lot de ces lois hyper exponentielles décrites par Kremer. Alors ça ne se serait pas passé, on aurait eu sans doute des désastres qui nous auraient ramenés en arrière, mais c'est bien ça la logique économique qui est utilisée et mobilisée par ces théoriciens de la croissance endogène pour dire, là où on parlait de population hier, on parle aujourd'hui de richesse, c'est la richesse qui a la capacité d'entraîner ses propres effets explosifs. Le taux de croissance, grâce à une loi de rendement d'échelle croissant, est à proportion des innovations qu'on a fait soi-même. Alors comment brièvement,
comprendre un tel antagonisme. Au fond, on attend quand même des scientifiques qui soient capables de créer des expériences qui permettent de falsifier une thèse par rapport à une autre. Comment une telle irréductibilité des thèses en présence? Alors, bon, comme pour la loi de Malthus, il faut beaucoup de temps avant de comprendre si elle est vraie ou si elle est fausse, mais je crois qu'il y a une explication possible qui suit ce que je disais du paradoxe d'Easterlin. Parmi les thèses les plus futuristes qui sont envisagées par les théoriciens de la croissance endogène qui parient sur une accélération, une augmentation même de la croissance économique, très souvent dans les exemples qui sont proposés et qui vont au-delà de la gestion rationnelle des externalités négatives qu'on a créées par la croissance elle-même, très souvent vient en effet la même question que celle dont on parle depuis tout à l'heure, la question de la santé. L'espérance de vie, les innovations qui sont faites dans ce domaine, les économistes que j'ai cités, les Bryanson et autres, aiment beaucoup faire référence à cette espèce de futurologue un peu fou qui s'appelle Kurzweil, héros du transhumanisme, selon lequel on pourrait, si la loi de Moore continue à ce rythme, télécharger sur une clé USB en 2050 la totalité de l'intelligence contenue dans un cerveau humain et en 2070, sur la même clé USB, la totalité de l'intelligence humaine. Donc ils aiment ça parce que pour eux, voilà, c'est la démonstration qu'il se passe quelque chose qui s'accélère au sens de la loi de Moore. Et très souvent, quand on pousse dans leur retranchement avec les arguments de Gordon, en écartant les innovations qui n'en sont pas, encore une fois, réduire la consommation énergétique, ça n'est pas une innovation au sens de Gordon. C'est une manière d'économiser sur les coûts qui sont eux-mêmes renchéris par la multiplication des gens qui veulent accéder au progrès, mais ce n'est pas à proprement parler une amélioration de l'utilité qui est offerte aux gens. Au bout du compte, dans le retranchement, c'est toujours sur la santé que les exemples finissent par aboutir. Et là, la santé, c'est un très bon exemple des malentendus sur la croissance économique. Nous sommes dans une crise aujourd'hui où, pour rehausser la productivité, la compétitivité des entreprises françaises, on se prépare à réduire toutes sortes de dépenses sociales, et notamment les dépenses de santé. Et le raisonnement qui est fait par nos dirigeants, c'est qu'il faut réduire les dépenses de santé pour accroître la productivité, la compétitivité des entreprises industrielles qui, pour aller vite, fabriquent des voitures. Ça veut dire que quand les dépenses de santé augmentent, c'est pas bien, mais quand les dépenses d'automobile augmentent, c'est bien. Ce qui est paradoxal au vu de tous les raisonnements dont je parle. C'est l'inverse, la voiture, on s'en fiche, ça fait longtemps qu'elle va à la même vitesse, il ne faut plus qu'elle fasse de bruit et qu'elle consomme, mais ça n'est plus une utilité en soi. En revanche, la santé, oui, c'est là qu'est la nouveauté. Pourquoi cette dissonance cognitive sur les ressorts de la croissance économique? Je crois que c'est le cœur de la controverse entre Gordon et les autres. C'est que la santé n'est pas un bien économique au sens habituel du terme. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas sa santé comme on achète une voiture, c'est-à-dire je paye pour un bien que je vais consommer ici et maintenant. On paye toujours en différé. Au fond, on s'assure contre les risques sanitaires auxquels on est soi-même exposé. Et donc, finalement, on renonce, en s'assurant contre un risque sanitaire, on renonce à un bien à gratification immédiate pour un bien à gratification différée. On est dans cette dissonance intellectuelle, cognitive, dont je parlais à propos de l'habituation chez Easterlin, c'est-à-dire que ça n'est pas la même chose d'être soi-même au volant d'une voiture aujourd'hui et d'être dans l'image que je me fais de celui que je serai demain, en bonne santé. Ce sont des biens d'une nature différente, en plus du fait que l'un est privatif, l'autre est socialisé. On est en réalité ici à la conjonction de deux problèmes, dont l'un est que le bien santé n'est pas un bien économique traditionnel et les progrès qu'on nous promet dans ce domaine-là ne sont pas comptés par les Gordon, mais aussi par les citoyens qui veulent du pouvoir d'achat comme un bien économique comme les autres. Je termine pour dire qu'on voit ici que ce que les économistes ont apporté n'est pas très glorieux, sinon à posteriori nous amener à réfléchir sur notre ignorance et l'ignorance de notre ignorance, pour reprendre la formule d'Hervé tout à l'heure. Les économistes qui essayent de répondre à la question « l'homme peut-il s'adapter à lui-même » répondent presque toujours de manière un peu dogmatique. C'est une question, au fond, de bonnes incitations. Si on considère qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique, il faut une fiscalité qui oblige chacun rationnellement à internaliser dans son comportement privatif les conséquences sociales de leurs actions privées pour qu'elles soient compatibles entre elles.
Et je crois que ce qu'on découvre dans cet examen, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour reprendre une expression de John Elster, il faut apprendre à gérer rationnellement notre irrationalité. Elster, qui était un de vos collègues, prenait l'exemple d'Ulysse et des sirènes. Ulysse s'attache au mât de son bateau. Il ne fait pas comme ces marins en se mettant de la cire pour ne pas entendre du tout le chant des sirènes. Il veut à la fois entendre le chant des sirènes et s'empêcher de succomber à leur tentation. C'est un peu le problème de l'homme moderne aujourd'hui face aux questions que vous posez. Voilà, je vous remercie.